Bon, où j'en suis? Voilà. Alors, avez-vous déjà vu un océan dans une chaîne de montagnes? Ou plus exactement un fond océanique dans une chaîne de montagnes? Ou plus exactement encore, une lithosphère océanique dans une chaîne de montagnes? Non? Si, peut-être. Allez par exemple faire un petit tour du côté de Briançon, Montgenèvre, tout ça, vous connaissez? Le massif du Chenaillé. Là, vous allez découvrir peut-être qu'il y avait les traces, ou qu'il y a même les traces, d'un ancien océan disparu. Les traces. Alors, juste pour un rappel, quelle est la différence entre lithosphère océanique et lithosphère continentale? Nous, on va essayer de travailler aujourd'hui sur cette disparition d'océans, des archives que l'on va pouvoir trouver, par exemple, dans la chaîne des Alpes. Alors, juste pour rappel, un rappel tout simple, que vous avez vu dans les cours précédents ou dans les classes précédentes. Donc là, nous travaillons sur des programmes de terminale, mais en première, en seconde, en quatrième, etc. Vous avez vu des amorces de ce que l'on appelle les plaques lithosphériques, la tectonique des plaques, c'est-à-dire le fait que autour de la Terre, il y a un certain nombre de plaques, une quinzaine, il y en a un petit peu moins, bon, ça dépend comment on voit les choses, donc qui bougent comme un puzzle sur une surface qui est sphérique, en fait, donc une surface sphérique. Bon, c'est un peu paradoxal, mais c'est comme ça. Donc différence entre lithosphère océanique et lithosphère continentale, sachant que la lithosphère océanique, on va la retrouver, du moins c'est ce que nous allons essayer de prouver, nous allons la retrouver dans une chaîne de montagnes comme des traces d'un ancien océan disparu. Donc ce sera entre l'Afrique et l'Eurasie, entre l'Afrique et l'Europe on va dire. Donc on aura une plaque africaine, une plaque eurasienne, une plaque européenne on va dire, bon pour simplifier, et puis ces plaques vont bouger l'une par rapport à l'autre. Donc ça, il va y avoir un écartement, soit un rapprochement au cours des temps géologiques, attention. Parce qu'aujourd'hui ce sont des rapprochements qui font que les chaînes de montagnes, par exemple comme les Alpes, vont s'élever. Alors, lithosphère océanique, c'est simplement une croûte océanique et en dessous, une partie du manteau, donc on va dire la partie supérieure du manteau supérieur. Donc la croûte océanique est constituée au-dessus par du basalte, roche volcanique, et en dessous par des gabbros, qui sont des roches magmatiques qui ont cristallisé entièrement en profondeur, tandis que les basaltes, eux, ont été émis au niveau des dorsales océaniques lors des éruptions au niveau de ces dorsales océaniques. Bon. Donc ça veut dire qu'on a une superposition basalte, gabbro qui forme la croûte océanique et en dessous la partie supérieure du manteau supérieur. Et cette partie supérieure du manteau supérieur avec la croûte forme une lithosphère océanique rigide qui peut se déplacer et qui est fabriquée en fait au niveau des dorsales océaniques. Et sous la lithosphère océanique, il y a une zone moins rigide que l'on appelle asténosphère, donc qui contient des roches du manteau, donc de la péridotite que l'on retrouve donc dans ce manteau qui va jusqu'à 2900 km de profondeur, mais bon, après les conditions de pression et de température font que les roches vont subir des transformations, etc. On n'en parle pas aujourd'hui. Et dans la partie supérieure du manteau supérieur, il y a également des péridotites, avec au-dessus les gabbros, puis encore au-dessus les basaltes. Donc voilà, globalement, comment est constituée la lithosphère océanique. Donc si vous trouvez quelque part dans les chaînes de montagne une succession, alors ça dépend si on part du bas ou du haut, imaginons on part du bas, si vous trouvez une succession péridotite, gabbro et basalte, alors on pourra parler de métagabbro des fois, selon qu'il y a eu une métamorphisme ou pas. Et bien en tout cas, si vous retrouvez ces trois éléments, partie supérieure du manteau supérieur, donc péridotite, gabbro puis basalte, alors ce sera une trace
d'un ancien océan, d'un ancien océan, en fait, donc d'anciens fonds océaniques qui ont été transportés sur les hauteurs. Lors d'une collision, on en reparlera peut-être à la fin du cours. Quant à la lithosphère continentale, eh bien c'est simplement, on a des roches, donc granitiques, et en dessous on a la partie supérieure du manteau supérieur, toujours, et l'ensemble des deux va former la lithosphère continentale. Bon, globalement, pour présenter un peu les choses. Donc aujourd'hui, nous allons travailler sur les océans disparus, les preuves qu'il y a eu un océan, notamment dans notre exemple, entre l'Afrique et l'Europe. Et que cet océan a disparu au cours des temps géologiques pour se retrouver sous forme de traces dans les chaînes de montagnes, sous forme d'une succession de ces trois roches que l'on a dit précédemment, basalte, gabbro-péridotite, et l'ensemble de ces trois roches retrouvées dans une chaîne de montagne s'appelle ophiolite. Ophiolite, voilà, si on trouve des ophiolites, ça veut dire qu'on a bien la preuve que l'on avait un océan et que cet océan a disparu suite à une collision entre deux masses continentales. Alors, au niveau des connaissances, donc, il faut savoir que les ophiolites sont des roches de la lithosphère océanique. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et la présence de complexes ophiolitiques formant des sutures au sein des chaînes de montagne témoigne de la fermeture de domaines océaniques suivie de la collision de blocs continentaux par convergence de plaques lithosphériques. Alors au niveau des dorsales, il y a une divergence, mais au niveau d'une zone de collision, il y a une convergence. Bon. Donc ça veut dire que deux chaînes de montagne, on va décrire un peu plus les choses après, hein, mais deux blocs continentaux vont se rapprocher, un océan est au milieu, et cet océan, donc ces fonds océaniques, se trouvent un peu piégés entre deux masses continentales qui vont s'affronter pour former des montagnes. Et donc ce lambeau d'ophiolite, donc ce lambeau de fond océanique, en fait de lithosphère océanique, se retrouve coincé et va former une suture entre deux masses continentales qui vont entrer en collision. Donc globalement, c'est un petit peu l'idée du cours, hein, et je répète, très important, retenez bien au moins ces quelques lignes, que les ophiolites sont des roches de la lithosphère océanique, donc sachez bien définir ce que c'est que la lithosphère océanique, et la présence de complexes ophiolitiques, donc les ophiolites, donc la suite des trois roches, donc la présence de complexes ophiolitiques formant des sutures au sein des chaînes de montagne témoigne de la fermeture de domaines océaniques suivie de la collision de deux blocs continentaux, donc de deux lithosphères continentales, par convergence de plaques lithosphériques, donc type continental. Alors, donc on se pose le problème du devenir des anciens domaines océaniques qui séparaient des blocs continentaux et qui sont, avec le temps, entrés en collision. Autrement dit, il y a eu en quelque sorte, à partir de dorsales océaniques, une divergence qui a permis la formation de la lithosphère océanique, puis pour une raison ou pour une autre, une convergence, donc une inversion des mouvements, une convergence, donc tout doucement avec le temps, au cours des temps géologiques, et au milieu, donc cette lithosphère océanique s'est trouvée piégée et s'est trouvée emportée vers les hauteurs des chaînes de montagne. Donc, on va essayer de rechercher les indices de ces océans disparus au niveau de chaînes de montagne, donc au niveau des Alpes. On va travailler au niveau des Alpes en remobilisant les acquis que vous avez eu dans les classes précédentes, notamment dans les cours de première spécialité, donc correspondant à la formation de la lithosphère océanique et la subduction également. Parce qu'évidemment, lorsqu'il y a à partir des dorsales une divergence, formation des fonds océaniques, donc de la lithosphère océanique, et puis inversion du mouvement, convergence avec toujours cette lithosphère océanique qui va être prise en sandwich, eh bien il y a à un moment donné,
puisqu'on a une lithosphère océanique qui est plus lourde que la lithosphère continentale, il va y avoir un plongement d'une plaque, donc d'un côté ou de l'autre, plongement d'une plaque pour former une zone de subduction. Donc ça veut dire que la lithosphère océanique, elle disparaît dans une zone de subduction pour aller rejoindre la sténosphère. Et puis un petit lambeau va se trouver pris en sandwich et remonter dans les chaînes de montagne, formant une suture ophiolitique, témoin du passé, comme quoi il y avait bien un ancien océan. Alors, on nous présente un premier document donc un premier document correspondant à des photographies que je vous invite à trouver sur le massif du Chenaillé que l'on trouve dans les Alpes. Donc, il faut savoir que dans le passé de la Terre, il y a eu de vastes océans qui se sont refermés et leur lithosphère a disparu par subduction dans l'asténosphère, comme je vous ai dit précédemment. Mais on peut cependant retrouver des indices géologiques qui témoignent de leur existence et de leur histoire. Donc, de ces vastes océans, donc sous-entendu, de ces fonds océaniques. Donc, quelles sont les traces laissées par les océans qui, aujourd'hui, ont disparu, mais que l'on retrouve sous forme d'ophiolite dans certaines chaînes de montagnes, dans certains massifs, comme le massif du Chenaillé, que l'on trouve dans les Alpes, et correspondant à des ophiolites avec la succession du bas vers le haut de péridotite, de gabbro et de basalte. Alors, le massif du Chenaillé, c'est dans les Hautes-Alpes, près de Briançon. Il s'étend sur une surface relativement importante de 40 km² à peu près. Et si vous regardez bien de loin et comme de près, enfin de loin et de près en fait, vous allez apercevoir qu'il y a au moins 3 types de roches qui se superposent. Donc du bas vers le haut, il y a les péridotites, puis les gabbros et enfin les basaltes. Alors on peut voir qu'il y a une superposition de ces roches qui sont sombres, relativement sombres, avec des reflets verdâtres, et cette roche est qualifiée d'ophiolite. Donc on parle aussi de complexe ophiolitique. Donc c'est l'ensemble des 3 roches, on dit que ce sont des ophiolites. Bon. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si c'était la lithosphère océanique, où l'on retrouve également des péridotites, gabbro, basalte. Donc, vrai océan dans les fonds océaniques, péridotite, gabbro, basalte. Dans les ophiolites, péridotite, gabbro, basalte. Donc on va bien, la superposition est la même entre la vraie lithosphère océanique et les ophiolites. Donc péridotite, gabbro, basalte. Lithosphère océanique, ophiolite. Autrement dit, ophiolites sont les traces de la lithosphère océanique. Les basaltes qui sont situés au sommet ont un aspect de ce que on dit de pilolavas, donc c'est un aspect de coussin qui est comparable à celui des basaltes observés au niveau des dorsales océaniques. Donc regardez bien sur internet des images du complexe ophiolitique du massif du Chenaillé. Donc ce document numéro 1, on va dire document numéro 1, que vous avez trouvé sur internet, correspond bien à une série ophiolitique du massif du Chenaillé, avec une superposition du bas vers le sommet de péridotite, de gabbro et de basalte, j'arrête pas de vous le répéter, dont certains sous forme de pilolavas. Alors uniquement les basaltes, pas les péridotites ni les gabbros. Donc cette série de référence permet de définir la notion d'ophiolite. Donc on peut identifier les ophiolites comme des fragments de lithosphère océanique. Ensuite, dans un deuxième document que je vous invite à trouver sur internet, eh bien, il s'agit en fait de montrer qu'il y a une disposition particulière
au sein de la chaîne de montagne. Alors, disposition particulière de quoi? Eh bien, des ophiolites dans la chaîne de montagne des Alpes. Donc, je vous invite à trouver le schéma structural simplifié des Alpes, donc, et une coupe suivant un certain tracé, devant moi, donc tracé AB, et vous avez donc différentes roches qui sont représentées par des couleurs, en fait, et on a d'un côté la plaque européenne et de l'autre côté la plaque africaine. Donc sur la plaque, donc entre les deux, on trouve ce que l'on appelle le mont Viso, qui contiendra également des ophiolites, et puis ce qui nous intéresse aujourd'hui, le Chenaillé, donc sous forme d'une suture. Donc ces ophiolites, entre la plaque européenne et la plaque africaine qui sont entrées en collision et qui forment déjà les chaînes de montagne des Alpes, eh bien on voit que ces ophiolites forment une suture. Suture au sein de la chaîne de montagne. Et ces ophiolites sont situés à la frontière d'anciennes plaques tectoniques convergentes, aujourd'hui soudées grâce à la collision de blocs continentaux. Donc on a bien ces ophiolites dans le massif du Chenaillé qui sont pris en sandwich entre deux plaques continentales qui se sont affrontées et qui continuent à s'affronter. Alors donc on vous représente donc d'un côté, alors je ne vais peut-être pas tout expliquer, mais la croûte continentale, les sédiments continentaux, les ophiolites, les sédiments océaniques, les failles de chevauchement, parce qu'il y a des chevauchements, le manteau lithosphérique, donc avec sa péridotite, et concernant la plaque africaine, donc ça c'était pour la plaque européenne, on vous montre ces types de roches sous forme de couleurs simplifiées dans ce schéma structural. Et au niveau de la plaque africaine, on vous montre la croûte continentale, les sédiments continentaux également, et toujours ces fameuses failles et chevauchements. Donc voilà pour le document numéro 2, ce qu'il faut retenir, c'est que les ophiolites forment une suture entre deux masses continentales qui sont entrées en collision. Donc on peut localiser très facilement les ophiolites au sein des Alpes en position de suture entre les deux masses continentales dont la collision a formé la chaîne de montagne. Donc on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a un morceau de lithosphère océanique qui est situé à plus de 2000 mètres d'altitude? Ce sont bien des ophiolites. Qu'est-ce qu'ils font à cette hauteur? Eh bien, on comprend bien qu'il y a eu une collision et que lors de la collision, eh bien, vu que les deux masses continentales sont pratiquement de même densité, il va y avoir non pas un plongement de l'une sous l'autre, mais simplement les chaînes vont monter de plus en plus avec le piégeage, en quelque sorte, des ophiolites. Donc que fait cette lithosphère océanique à plus de 2 mètres d'altitude? Eh bien, on sait que les ophiolites sont un lambeau d'une ancienne lithosphère océanique séparant originellement les deux masses continentales et prises en sandwich entre elles lors de la collision. Alors, dans un autre document, donc il faut aller voir d'un petit peu plus près ce qui se passe, c'est-à-dire que étudier les ophiolites à l'échelle des roches et des minéraux. Donc à l'échelle de la roche, c'est-à-dire à l'échelle de l'œil nu, et au niveau des minéraux, alors on peut voir des minéraux à l'œil nu, mais aussi voir en lame mince au niveau d'une lumière polarisée ou d'une lumière non polarisée. Donc lumière polarisée, lumière non polarisée, ça dépend. Donc le principal, c'est de voir à l'œil nu et au niveau de la lame mince. Donc on a des minéraux qui composent les roches de l'ophiolite du massif du Chenaillé, et ces minéraux montrent que ces roches ont subi un métamorphisme au cours de leur histoire. Donc métamorphisme, transformation à froid en quelque sorte. Alors on peut voir, alors évidemment, donc si vous tapez sur internet pour voir le document, c'est simplement d'abord voir à l'œil nu les péridotites. Donc trouvez un document où vous voyez les péridotites à l'œil nu, et trouvez un document où l'on voit en lumière polarisée analyser cette péridotite que l'on appelle également serpentinite.
et trouver également, mais ça on en parlera après, donc à l'œil nu les gabbros. Donc quels minéraux constituent les gabbros, on va en parler après, et en lumière polarisée analysée, voir donc que voyez-vous en lumière polarisée analysée, on en parlera tout à l'heure. Et puis essayez de trouver également un document sur les domaines de stabilité des minéraux du gabbro, c'est-à-dire la température en fonction de la pression ou pression en fonction de la température, comme vous voulez, peu importe. Donc vous voyez qu'il y a un solidus gabbro avec les gabbros, puis les métagabbros et les métagabbros, alors les gabbros, puis les métagabbros faciès amphibolites et les métagabbros faciès schiste vert. On va en parler après. Commençons déjà par, à l'œil nu, on voit des péridotites. On a l'impression que c'est la peau d'un serpent, d'où le nom de serpentinite. Donc à l'œil nu, les péridotites présentent des reflets verts et un aspect de surface évoquant la peau d'un serpent. Cette particularité est donc à l'origine de son nom. Maintenant, si on regarde en lumière polarisée analysée, eh bien, on va constater qu'il y a une grande partie de l'olivine et des pyroxènes constituant initialement la péridotite qui ont été remplacés par un minéral hydraté que l'on appelle la serpentine. Serpentine avec le symbole SP. Donc on voit des pyroxènes et on voit de la serpentine, preuve qu'il y a eu une transformation qui s'est faite. Ensuite, regardez à l'œil nu des gabbros et vous allez voir qu'ils présentent des cristaux sombres de pyroxène et clairs, des cristaux clairs de plagioclase, donc feldspath plagioclase, ainsi qu'une teinte verdâtre, plus ou moins accentuée, qui est due à d'autres minéraux, dont entre autres ce que l'on appelle l'actinote avec symbole AC. Et si vous regardez ces gabbros en lumière polarisée, analysée ou non analysée, comme vous voulez, à vous de voir, eh bien, sur cet échantillon, que vous allez pouvoir observer au microscope polarisant en lumière polarisée analysée, admettons, eh bien, vous voyez que seuls les contours de pyroxène et des plagioclases peuvent être encore devinés. Donc ça veut dire qu'il y a eu une transformation, simplement qu'ils ont été remplacés par 3 minéraux, c'est-à-dire par l'actinote, la chlorite et l'épidote, donc que l'on va retrouver dans le domaine de stabilité des minéraux des gabbros. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que au cours de réactions métamorphiques, eh bien, les plagioclases, donc dans les gabbros, il y a des pyroxènes et des plagioclases. Mais imaginons 3 températures pour une même pression, faible pression, donc faible profondeur. Imaginons on se situe à une profondeur, disons, on va dire de 5 à 10 km. Bon, on garde cette distance, cette profondeur. Et on va se placer à peu près, on va placer un gabbro à 800 km, puis on va voir à 500 km ce qui est devenu ce gabbro, puis à 200 km ce qui est devenu ce gabbro également. Donc ça veut dire que si on passe de 800 degrés Celsius pour une profondeur de 5 à 10 km à une température de 500 puis 200, ça veut dire qu'on a un refroidissement. Et ça veut dire que, en fait, les roches vont se déplacer vers des milieux plus froids. Or, le métamorphisme est une transformation pratiquement à froid, sous de faibles profondeurs par exemple. Donc on a dit qu'à 800 km à peu près, on a un gabbro à 10 km à peu près, et que ce gabbro contient des pyroxènes et des plagioclases, donc des feldspath plagioclases, qui sont blancs. Les pyroxènes sont plutôt noirâtres. Et bien ce qui se passe à mesure que le matériel se déplace vers les zones plus froides, donc il va y avoir en quelque sorte une hydratation. Ça veut dire que le plagioclase et le pyroxène en présence d'eau va donner un minéral que l'on appelle amphibole de type hornblende. Et puis, ce gabbro, à force de se déplacer, va
arriver à une température de 500 degrés Celsius à peu près. Bon, il y a des zones de température, mais là je prends à 500 degrés Celsius. Et ce gabbro précédent, qui contenait des pyroxènes et plagioclases qui se sont trouvés hydratés pour donner de l'amphibole hornblende, vont donner ce qu'on appelle des métagabbros à faciès amphibolite. Donc ça veut dire qu'on va avoir des pyroxènes et des plagioclases toujours, mais on va avoir également de l'amphibole, puisque on a en quelque sorte une hydratation du gabbro précédent qui est arrivé à une température de 500 degrés Celsius et qui a subi en plus une hydratation. Donc pyroxène plagioclase, il y en a toujours un petit peu, ou plus ou moins, ça dépend, mais on a en tout cas de l'amphibole. Et là on a bien un métagabbro, et non plus un gabbro, avec un faciès amphibolite, puisque l'on a de l'amphibole. Et puis, il y a toujours un refroidissement, donc on va dire peut-être une remontée, on va imaginer une remontée en fait des métagabbros à faciès amphibolite pour atteindre une température de 200 degrés Celsius, et on va avoir l'apparition en fait à partir de pyroxène et de plagioclase et en présence de hornblende et d'eau. Donc ça veut dire qu'on arrive dans un domaine où il y a des plagioclases avec de la hornblende et de l'eau, la hornblende donc amphibole précédente, qui subissent une transformation pour donner de la chlorite, de l'actinote et éventuellement de l'épidote. Donc ça veut dire qu'on arrive à un métagabbro à 200 degrés Celsius qui possède un faciès schiste vert. Donc pyroxène plagioclase, on a de la chlorite et de l'actinote. Donc si par exemple vous trouvez une roche qui contient de la chlorite et de l'actinote, ça veut dire qu'on a bien un gabbro, on avait un gabbro qui est devenu métagabbro faciès amphibolite, puis métagabbro faciès schiste vert. Et si on trouve un métagabbro avec uniquement des pyroxènes, des plagioclases et de l'amphibole, ça voudrait dire que le massif de métagabbro n'a pas atteint les 200 degrés, par exemple, mais est resté à une zone entre 650 degrés et 400 degrés à peu près, soit 500 degrés en moyenne. Donc voilà, donc le métamorphisme a eu lieu et on peut avoir ces traces de roches qui ont subi un métamorphisme en analysant à l'œil nu, mais aussi au microscope polarisant, pour voir par exemple que, comme je vous ai dit précédemment, à l'œil nu gabbro, donc cristaux de pyroxène et de plagioclase, si on trouve de l'actinote, eh bien ça veut bien dire que ce gabbro a été porté à une température de 200 degrés Celsius, donc qui a refroidi par rapport à ces 800 degrés Celsius d'origine, on va dire. Donc voilà, donc s'il y a dans les contours des pyroxènes et des plagioclases, donc des espèces des minéraux que l'on peut appeler actinote, chlorite et épidote, donc, qui sont la preuve ou les traces qu'il y a bien eu des gabbros qui ont été déplacés et qui se trouvent coincés, qui se sont trouvés coincés dans les chaînes, donc sous forme de sutures dans les chaînes de montagne, et puis ensuite par l'érosion qui ont pu être mis à nu en quelque sorte. Donc ça c'était pour le document numéro 3, où si l'on fait un résumé de ce document numéro 3, observation à l'œil nu, alors il va y avoir des répétitions, mais c'est pour mieux comprendre, on travaille toujours de manière spiralaire, ça veut dire qu'on explique les choses, mais on reprend les choses pour approfondir un petit peu les savoirs. Donc, on a parlé dans ce document numéro 3, où l'on voyait à l'œil nu les roches, puis au microscope polarisant, avec un schéma où l'on voyait les domaines de stabilité des roches, donc température en fonction de la pression, avec transformation au cours d'un métamorphisme. Donc, observation à l'œil nu et au microscope polarisant de deux roches du complexe ophiolitique du Chenaillet. Alors, la péridotite, elle présente, pour résumer, à l'œil nu, cet aspect caractéristique en peau de serpent, auquel elle doit son nom de serpentinite et auquel la formation doit son nom d'ophiolite, du grec ophis, qui signifie serpent. L'observation au microscope polarisant
en lumière polarisée analysée permet de distinguer un pyroxène résiduel et le remplacement des minéraux originels de la péridotite, donc c'est-à-dire pyroxène et olivine, par la serpentine, donc qui a l'aspect de serpent, qui est un minéral métamorphique hydraté. Le gabbro, quant à lui, donc il contient des pyroxènes et plagioclases. Donc le gabbro présente, outre des minéraux originels, donc pyroxène et plagioclase, comme je vous ai dit, donc feldspath plagioclase, donc présente, donc outre les minéraux originels, donc ce gabbro présente de l'actinote, de la chlorite et de l'épidote. Alors l'exploitation des domaines de stabilité dont nous avons parlé, donc des domaines de stabilité des minéraux du gabbro obtenus expérimentalement, permet d'identifier le faciès des métagabbros du chenaillé, c'est-à-dire il s'agit de schistes verts correspondant à un domaine de faible pression et de faible température. Donc ça veut dire qu'il y a bien eu un métamorphisme du gabbro de dorsal en métagabbro faciès schiste vert, donc qui s'accompagne d'une hydratation et qui permet l'enrichissement en fait sous forme métamorphisée de certaines roches, donc de gabbro, qui est passé sous forme de métagabbro, faciès amphibolite, puis métagabbro faciès schiste vert. Et comme on a bien ces minéraux, c'est-à-dire chlorite et épidote entre autres, eh bien ça veut bien dire qu'on est arrivé à nos 200 degrés pour une faible profondeur. On a bien eu un métamorphisme. Donc les ophiolites du chenaillé, donc les gabbros entre autres, ont bien subi une baisse de pression allant jusqu'à 200 degrés et même moins. C'est la preuve puisqu'on a bien ces minéraux chlorite et épidote. Donc on en déduit très aisément, très facilement, que les roches des ophiolites ont appartenu à une ancienne lithosphère océanique qui a subi un métamorphisme par refroidissement et hydratation, on parle d'hydrothermalisme, et ceci lors de l'expansion océanique. Alors, on pourrait se poser quelques problèmes, deux questions à résoudre, pour établir un lien entre l'étude des ophiolites et les océans disparus. Donc je vais vous demander de faire un petit travail, vous allez essayer de résumer, donnez-vous un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, et puis vous remettez la vidéo et je vais vous donner la correction. Première question, si vous le voulez bien, montrez que le complexe ophiolitique correspond à une ancienne lithosphère océanique ayant subi un refroidissement et une hydratation. Je répète, plus doucement, montrez que le complexe ophiolitique correspond à une ancienne lithosphère océanique ayant subi un refroidissement et une hydratation. Ça, c'est la première question. Deuxième question. La recherche de complexes ophiolitiques est utilisée par les géologues pour identifier une suture entre blocs continentaux entrés en collision. Justifier cette démarche. Je répète. Deuxième question. La recherche de complexes ophiolitiques est utilisée par les géologues pour identifier une suture entre blocs continentaux entrés en collision et votre travail à vous est de justifier cette démarche. Donc vous mettez sur pause et je vais vous donner la correction. 5, 4, 3, 2, 1. Voici la correction. Alors, première question que je ne répète pas. Identifier. Donc vous avez pu identifier la série de roches constituant les ophiolites, c'est-à-dire donc série de roches, donc péridotite en commençant par le bas, péridotite, gabbro, basalte, ou en passant par le haut, basalte, gabbro, péridotite. Donc vous avez identifié cette série de roches comme caractéristique d'une lithosphère océanique, d'une ancienne lithosphère océanique en tout cas.
la présence de pilolavas, typique des dorsales océaniques, vient renforcer cette identification. Le refroidissement subi par la lithosphère océanique doit être argumenté à partir de l'étude des gabbros du Chenaillet, dont la composition minéralogique, c'est-à-dire actinote et chlorite, est caractéristique des métagabbros faciès schiste vert dans un domaine basse température et basse pression, ou faible profondeur en fait, formé à partir du gabbro de dorsale initialement à plus de 700 degrés Celsius. Nous, on avait pris l'exemple à 800 degrés Celsius. L'hydratation subie par les roches peut être argumentée par la serpentinisation des péridotites, c'est-à-dire le métamorphisme par remplacement de pyroxène et de l'olivine par la serpentine qui est un minéral hydraté. Elle peut également être argumentée, cette hydratation, par l'étude des réactions métamorphiques s'accompagnant de la transformation du gabbro en métagabbro faciès schiste vert, nécessitant la présence d'eau. Donc voilà pour la première question. Alors, deuxième question, c'était... Alors, je ne répète pas la question, mais vous pouvez utiliser une carte géologique et une coupe géologique, en fait, qui vous permet de constater la position des ophiolites à la frontière d'anciennes plaques tectoniques et séparant les deux masses continentales qui sont entrées en collision pour former une chaîne de montagnes. L'interprétation des complexes ophiolitiques comme un lambeau d'une ancienne lithosphère océanique pris en sandwich entre les masses continentales permet d'en faire un repère de la suture entre blocs continentaux. Donc là, on a bien montré qu'il y avait un océan disparu. Donc on a vu qu'il y avait des traces laissées par ces océans qui sont aujourd'hui disparus. Donc en quelque sorte, et comme je vous disais au départ, on part d'une dorsale océanique avec formation de la lithosphère océanique et on a un mouvement de divergence à partir de la dorsale. La dorsale est là, au milieu, et mouvement de divergence, donc écartement avec remontée en profondeur, remontée du basalte qui va s'épancher, donc d'un magma qui va s'épancher en fait en surface pour donner les gabbros, pour donner les basaltes, d'où les pilolavas, puisqu'il y a un refroidissement rapide dans l'eau qui est à 4-5 degrés Celsius. Alors si on a une température très forte et puis dont les roches, la température des roches du magma est très importante, la température de la lave est très importante, elle arrive brusquement sur un milieu qui est froid. Donc il y a formation de ces pilolavas. Et en dessous, remontée également de gabbro et puis de péridotite un petit peu en dessous, donc il y a une espèce de remontée. Bon, tout ça, je ne vais pas expliquer. En tout cas, il y a formation d'une lithosphère océanique dont les plaques sont divergentes. Donc, et puis de chaque côté, il y a des masses continentales, évidemment. Et puis, pour une raison X, il y a eu une formation de l'océan, puis de l'océan avec les fonds océaniques sous forme de lithosphère océanique, masse continentale de chaque côté, donc lithosphère continentale de chaque côté. Et pour une raison X, hop, inversion des mouvements, ça veut dire rapprochement, convergence des deux masses continentales, donc rétrécissement de la lithosphère océanique qui va plonger par subduction sous l'une des deux plaques, en fait. Et puis à un moment donné, il n'y a plus de lithosphère, mais il en reste un petit peu quand même. Eh bien, ces fonds de lithosphère océanique vont remonter pour former une suture entre deux masses continentales qui sont désormais entrées en collision pour former la chaîne des Alpes. Donc on retrouve ces lambeaux ophiolitiques. Et vous comprenez mieux maintenant que ces lambeaux ophiolitiques représentent des traces d'un ancien océan qui se trouvait entre l'Afrique et l'Europe. Et voilà. Donc vous avez étudié donc, ces traces de manière globale, ophiolite, péridotite
gabbro, basalte, avec les roches à l'œil nu que vous avez regardées, donc les 3 types de roches, péridotite, gabbro, basalte, avec l'étude plus particulière des gabbros, puisque l'on retrouve dans ces roches actinotes, chlorites, etc. Donc, ils sont des roches qui sont typiques du fait qu'il y a eu, enfin, qui montrent bien qu'il y a eu un métamorphisme, donc basse température, basse pression, pour former justement ces minéraux repères. Ces minéraux repères qui prouvent bien donc qu'il y avait un ancien océan, etc., etc., et qu'il y a eu des transformations. Donc voilà, à la recherche des océans disparus, le cours est terminé. Merci. Bon, toujours le sourire pour la forme, hein.